Les acteurs de l'ancienne troupe du TNP se sont solidarisés pour offrir au public un cycle de travaux qui est intitulé donc Berceau de la langue, c'est-à-dire l'idée que la langue française se constitue dès son origine, non pas à partir de la prose, du récit en prose, mais à partir du vers. Et que le théâtre le porte, et que la naissance de la langue française, qui était la langue romane en fait, issue du latin, se construit à partir du poème. Ce poème, il est celui que l'on connaît comme dans nos études, dans nos parcours scolaires, c'est-à-dire la chanson de Roland, c'est-à-dire le grand discours épique du roman français, comme on pourrait dire, et qui initie. Alors on aura la chanson de Roland, interprétée par un acteur seul, et qui fait entendre l'écart qui existe entre la langue d'origine, la langue romane, et puis évidemment une actualisation contemporaine de cette langue, c'est-à-dire un français d'aujourd'hui. Donc un jeu sur la langue et sur le personnage emblématique de Roland, qui sera entendu certainement dans sa dernière phase, la fameuse phase de la mort de Roland, avec son corps et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on avancera dans le Moyen-Âge, et puis on entendra le roman de renard, c'est-à-dire le fabliau, qui est déjà une idée du théâtre. Il était présent dans la chanson de Roland. Mais dans le fabliau, on l'entend bien mieux parce qu'il y a la narration, il y a les personnages et puis il y a le masque. C'est-à-dire, évidemment, les personnages sont cachés derrière Isengrin le loup, derrière Goupil le renard, derrière Brun l'ours et derrière Tibère le chat, par exemple, pour être simple. Donc on va prendre quelques fabliaux, on les fera entendre comme l'autre texte d'ailleurs, dans un aller-retour entre la langue française actuelle et puis la langue médiévale. Et dans évidemment l'artifice de jeu, et il est fort à parier que les deux acteurs qui joueront cela seront masqués, avec un masque de loup et un masque de renard. Voilà. Le troisième, c'est Tristan Iseult. Alors évidemment là, c'est merveilleux, on rentre dans le personnage, on rentre dans un roman presque. On a une dimension narrative qui fait référence à des tas de légendes, qui sont aussi bien des récits bretons, des récits allemands, des récits vikings. Et donc on fera entendre toutes ces langues, et à chaque fois traduit au bénéfice de cette histoire incroyable, et qui fera peut-être découvrir un Tristan et une Iseult beaucoup plus rugueux que ceux qu'on imagine transposés au travers des contes pour enfants, enfin où ils deviennent simplement des amoureux platoniques. Ce n'est pas que platonique, les rapports de Tristan et d'Iseult. Donc ça, c'est aussi deux acteurs qui le porteront, enfin un acteur et une actrice, ou une actrice et un acteur. Et puis enfin, le dernier texte, c'est arrivé au XVe siècle, enfin vraiment au moment où on est juste avant un XVIe, où la langue se codifie. C'est un type de farce particulier du corpus des farces médiévales, qu'on appelle le sermon joyeux, et qui est le récit du franc archer de Bagnolet. On entend déjà le mot Bagnolet, c'est-à-dire c'est un franc archer, donc un mercenaire qui est devant la porte de Bagnolet et qui garde la porte de Bagnolet et qui, dès qu'il voit un épouvantail, alors qu'il se vend de ses exploits guerriers, se réfugie dans sa peur, est en fait un soldat poltron. Alors ça c'est intéressant parce que le soldat poltron, on pense au matamor, mais on pense à la comédie d'arte et on pense pas qu'il y a une tradition française du soldat poltron. Eh bien le franc archer Bagnolet en quelque sorte le représente. Alors là c'est très simple, hein, c'est un récit, c'est un monologue. Simplement, une certaine exégèse universitaire dont on peut douter laisse supposer que le texte a la paternité d'écriture de François Villon. Moi, j'y crois pas, personnellement, mais j'aime à y croire pour un travail comme celui-là. Donc, on entendra et le franc archer de Bagnolet, et en même temps traversé par des références à la poésie même de François Villon, et de la chanson de Roland à ce texte-ci, du franc archer de Bagnolet, ce qu'on voit apparaître, c'est la poésie subjective, c'est-à-dire qu'on parle en son nom, alors qu'avant, on est un récit épique, l'auteur est caché, à terme, on parle de soi et de son intimité. Voilà, ce sont des spectacles qui sont destinés à des publics enfantins, c'est-à-dire larges. Il ne s'agit pas d'en faire une spécialité d'un théâtre pour enfants, ça c'est pas vrai. C'est un théâtre familial dans lequel on va, selon l'occurrence actuelle, hein, où on nous dit qu'il faut revenir peut-être à une définition première de la langue française, y compris à la maternelle, je crois l'avoir entendu, où on propose une réflexion sur la naissance de notre langue, c'est-à-dire tout de suite une langue qui naît dans le mouvement.